pendant le dîner de Noël, mon petit-fils a dit « Pourquoi la bonne est-elle assise avec nous ?» J'avais préparé le repas. Le couteau ne m'a pas échappé des mains. Le verre à vin ne s'est pas brisé. Rien de dramatique ne s'est produit. Mais j'ai senti quelque chose en moi changer doucement, et pour toujours. Il l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Juste au moment où je lui ai passé le plateau de poulet grillé, encore chaud du four. La sauce que j'avais mijotée pendant 2 heures s'est légèrement répandue sur la nappe tandis que ma main tremblait. Sa voix était faible, confuse, comme s'il énonçait simplement un fait. Pourquoi la bonne est-elle assise avec nous? Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas parlé. J'ai juste regardé David, mon fils. Son visage s'est empourpré, mais pas de honte. De gêne. Amanda, ma belle-fille, eut ce rire forcé et aigu, celui qu'elle utilise quand elle refuse de jouer les parents devant ses invités. « Oh, Eden !» dit-elle en corrigeant son fils sans le corriger. « Ne dis pas ça. » Il la regarda, sincèrement perplexe. Mais elle est toujours dans la cuisine. La table sombra dans un de ces silences affreux. Le genre de silence qui grince sous la tension mais qui fait semblant d'être normal. Tout le monde baissa les yeux vers son assiette. Sauf moi. J'ai regardé Amanda droit dans les yeux. Puis David. Puis mon petit-fils, le garçon que je berçais pour l'endormir quand il vivait encore dans mon sous-sol. J'avais préparé tout le repas de Noël. La dinde. La farce. Les pommes de terre rôties au romarin. La sauce aux canneberges maison. J'avais même préparé les carottes glacées au miel préféré d'Amanda. J'avais mis la table moi-même. J'ai plié les serviettes en petites roses. J'avais passé les 3 derniers jours dans cette cuisine pendant qu'ils étaient sortis, acheter des cadeaux de dernière minute. Et maintenant, j'étais la bonne. Je me suis levée lentement. J'ai pris mon assiette. Et je suis entrée dans la cuisine. Pas un mot. Pas un bruit. Juste le léger frottement d'une chaise qu'on repousse. Ils ne m'ont pas arrêté. Ils ne m'ont pas demandé de rester. Ils ne se sont même pas excusés. Dans la cuisine, je me tenais près de l'évier, les yeux fixés sur la vitre embuée. L'odeur de dinde et de clous de girofle emplissait la pièce, mais j'avais soudain l'impression que ce parfum appartenait aux vacances de quelqu'un d'autre. Pas les miennes. Plus maintenant. Avant de continuer, commentez d'où vous regardez et abonnez-vous. On adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. J'ai lavé mon assiette lentement. Je l'ai rincée. Je l'ai séchée. Je l'ai remis dans le placard. Puis je me suis assise à la petite table de la cuisine et j'ai bu une gorgée de vin, seule. De la salle à manger, je les entendais rire à nouveau. En train de manger. En train de célébrer. Sans moi. Avec mon repas. Chez moi. David est entré un peu plus tard. Il ne m'a pas regardé directement. Il est resté juste près du réfrigérateur. « Maman, ça va ?» Je l'ai regardé fixement. Pas avec colère. Mais avec une sorte de douce tristesse qui ne s'installe qu'après des années à se mordre la langue. « Je vais bien », ai-je dit. Parce que c'est ce que disent les mères, non? Même quand on ne va pas bien. Même quand on nous a pris pour les aides de notre propre famille. Je crois qu'Eden était juste perdu, a-t-il marmonné. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Les enfants le sont toujours. Jusqu'à ce qu'on leur apprenne le contraire. Il baissa les yeux. Et je le vis, cette lueur de honte qui tentait de maîtriser son ego. Mais il ne s'excusa pas. Bien sûr que non. Cela aurait été trop humain. Trop vulnérable. Je me levai et passai devant lui. Il s'écarta comme si j'étais une chose fragile qui risquait de se briser. Mais je n'étais plus fragile. Plus maintenant. J'étais plus dure maintenant. Pas froide. Juste, plus claire. Plus nette. Dans la chambre d'amis, je m'assis au bord du lit et retirai les boucles d'oreilles en perles que j'avais portées pour l'occasion. C'étaient les mêmes que celles que je portais le dernier Noël avant le décès de mon mari. Il disait qu'elles me donnaient un air élégamment dangereux. J'ai souri faiblement à ce souvenir. Parce qu'il n'aurait jamais laissé personne me parler ainsi. Sûrement pas notre petit-fils. Je suis restée dans la chambre jusqu'à la fin de la soirée. Personne n'est venu vérifier. Personne n'a frappé. À 22h17, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Les portières de la voiture ont claqué. Le moteur s'est éteint. Et c'est ainsi que Noël s'est terminé. Avec de la vaisselle dans l'évier et un vide dans la poitrine qu'aucune farce ne pouvait combler.
Mais ce qu'ils ignoraient, ce que même moi je n'avais pas réalisé ce soir-là, c'était que quelque chose avait commencé. Un effondrement silencieux. Pas de moi, mais de l'illusion que j'avais passé des années à les aider à construire. Le lendemain de Noël était toujours le jour le plus calme de l'année. La maison était silencieuse, chargée de restes et d'une légère odeur d'aiguilles de pain et de cire brûlée. Des morceaux de papier cadeau se cachaient encore sous le canapé, et quelqu'un avait laissé une tasse de cacao à moitié bu sur le buffet. David, probablement. Je m'y déplaçais comme un fantôme. Nettoyé, plié, rincé, rangé. Non pas par nécessité. Parce qu'après des années où on avait besoin de moi, vraiment besoin, je ne savais plus comment m'empêcher de combler les vides laissés par les autres. Je restais assis près de la fenêtre un moment, à regarder le givre ramper le long du mur du jardin. Mes genoux me faisaient un peu plus mal dans le froid. Mes poignets souffraient encore de la douleur sourde d'avoir remué, épluché, haché des journées de travail pour une seule nuit de fête. Et je n'arrêtais pas de l'entendre. Cette phrase. Pourquoi la bonne est-elle assise avec nous? Encore et encore, de cette voix aiguë et curieuse. Comme si j'étais un objet égaré. Un plat rangé dans le mauvais placard. Mais Éden n'a pas inventé cette pensée. Les enfants ne créent pas de jugement. Ils le reflètent. Le répètent. Incarnent ce qu'ils entendent quand les portes sont fermées, ou pire, quand les gens supposent que ceux dont ils parlent n'ont même pas assez d'importance pour les écouter. Amanda n'a jamais apprécié que je reste impliquée. Elle ne l'a pas dit ouvertement. Mais ça se voit toujours. Sa façon de refaire mon couvert. Sa façon de dire « Oh, tu n'as rien à apporter », puis de servir mes plats préférés mal assaisonnés, comme pour me punir de m'avoir proposé mon aide. Ou la façon dont elle a dit un jour à une amie au téléphone, ignorant que j'étais à l'autre bout du couloir. Elle fait tout pour elle. Même notre cuisine. Mais c'était ma cuisine. Ou du moins, elle l'était. Cette maison n'était pas la leur, à l'origine. Mon défunt mari, Emeka, et moi l'avons achetée en 1987. Je me souviens de cette année-là, car nous venions d'enterrer mon père et j'ai utilisé une partie du petit héritage pour verser l'acompte. Emeka était professeur d'histoire à l'époque. J'étais infirmière scolaire. Au début, la maison avait des canalisations défectueuses et pas de chauffage. Mais nous l'avons adaptée à nos besoins. Un mur à la fois. Nous avons peint la chambre d'enfant quand j'étais enceinte de David. Blanc et vert, comme de l'eucalyptus et de la neige. Il a fait ses premiers pas sur le carrelage de la cuisine, le même qu'Amanda enjambe maintenant avec ses talons hauts, comme si elle traversait une salle d'exposition. Après la mort d'Emeka, je suis restée seule un moment. David avait déménagé en ville. Il construisait sa carrière. Je ne lui ai jamais reproché cela. Les mères sont censées mettre leur fils au monde. Mais après son mariage avec Amanda et la naissance d'Éden, les choses ont changé. Ils sont revenus vivre ensemble pendant une année difficile, ayant besoin d'espace pendant qu'Amanda quittait son travail. C'était censé être temporaire. Cela fait 5 ans. Ils ont proposé de racheter la maison l'année dernière, la faire officiellement leur, ont-ils dit. La garder dans la famille. Mais j'ai refusé. Pas par fierté. Par quelque chose de plus profond. Appelez ça un souvenir. Appelez ça de l'amour. Appelez ça de l'instinct. Ce dîner de Noël était censé être un souvenir de la famille, de la chaleur humaine, de la continuité. Au lieu de cela, il est devenu un miroir. Un miroir dont je ne pouvais plus me détacher. Je suis entrée dans la pièce qui était autrefois le bureau, maintenant le coin lecture d'Amanda. Les livres étaient classés par couleur, et non par auteur. Pas par genre. Juste par couleur. L'esthétique avant le fond. Et au centre de l'étagère se trouvait un cadre photo. Il contenait une photo de David en toge de remise de diplôme, avec Emeka et moi debout derrière lui fiers, souriant, plein de foi. Maintenant. Il contenait une photo d'Amanda, Éden et David en pyjama assortis, devant ma cheminée, tenant des mugs sur lesquels était écrit « Reconnaissant, reconnaissant, béni ». Je n'étais pas sur la photo. Même pas à l'arrière-plan. Juste effacé, comme le souvenir d'Emeka, comme un vieux papier peint. J'ai pris le cadre. Je l'ai tenu un instant. Puis je l'ai soigneusement retourné. Cet après-midi-là, j'ai préparé un pain aux bananes frais. Pas pour eux. Pour moi. Je l'ai bien emballé, j'ai noué un ruban rouge autour du papier aluminium et je l'ai apporté à côté de Madame Noishuku, la vieille veuve qui recevait rarement des visiteurs désormais. Elle a ouvert la porte en robe de chambre, les yeux écarquillés. Pour moi, a-t-elle demandé. Pour nous,
Ai-je répondu. Voulez-vous du thé? Elle a hoché la tête en s'essuyant les yeux du bord de sa manche. Nous étions assis dans son salon, mangeant en silence. Et j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des années. La paix. Pas la performance. Pas l'effort. Juste, la paix. Plus tard dans la soirée, Amanda a envoyé un message. Pas un appel. Pas un coup à ma porte. Un texto. Merci pour le dîner d'hier. Eden ne pensait pas ce qu'il a dit. J'espère que tu vas bien. Cœur rouge. Je n'ai pas répondu. Non pas par colère. Mais parce qu'elle n'avait pas posé la bonne question. Pas une seule fois elle n'a dit. Que puis-je faire pour arranger les choses? Pas une seule fois elle n'a dit. Je vois tout ce que tu as donné. Et j'en avais assez de taire ma douleur juste pour le confort des autres. Ce soir-là, j'ai sorti un carnet. Un carnet qu'Emeka m'a offert pour nos 25 ans de mariage. Il avait une couverture en cuir et d'épaisses pages couleur crème. J'ai écrit une phrase. Je ne suis pas la bonne de ma propre histoire. Puis je l'ai souligné. 2 fois. Le lendemain matin, j'ai plié du linge au bord de mon lit, dans ma chambre, dans la maison que j'avais construite. Des serviettes douces, le pyjama d'Eden, un cardigan d'Amanda qui avait fini dans la pile des invités. Et en le pliant, je me suis souvenu de la première fois qu'Amanda avait visité cette maison. Elle était venue avec David quand ils sortaient encore ensemble. À l'époque, elle souriait trop, proposait son aide pour tout et m'appelait « maman », comme si elle le pensait. Elle apportait du vin rouge, d'apparence chère, et me demandait si j'avais besoin d'aide pour mettre la table. Je me souviens de ses compliments sur les rideaux à fleurs de la cuisine, ceux que j'avais cousus moi-même. Ils sont tellement « vintage », avait-elle dit. Je ne savais pas alors que c'était un code pour « démodé ». Le changement était lent. Comme un changement de saison au ralenti. Au début, elle me suggérait gentiment des choses. « Oh, maman, ce ne serait pas mieux si les assiettes étaient toutes blanches au lieu de celles à motifs. » Ou « Ne t'inquiète pas pour la cuisine, je commanderai la prochaine fois. » C'était toujours dit avec un sourire. Et toujours suivi par David qui disait « Elle aime juste les choses d'une certaine façon, maman. Tu sais comment c'est. » Comme si ma façon de faire avait expiré. Comme s'il n'y avait pas de place dans cette maison pour 2 styles, 2 voix, 2 histoires. Je ne l'ai jamais contesté. Non pas parce que j'étais d'accord. Parce que je pensais que laisser de l'espace était la chose la plus élégante à faire. Parce que je croyais bêtement, peut-être que laisser tomber les petites choses préserverait la paix. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est qu'à chaque fois que je laissais tomber quelque chose, une partie de moi partait avec. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient même pas comme ayant leur place à leur table. Un printemps, Amanda a commencé à appeler la maison « notre chez nous ». Je l'ai entendu dire à une amie au téléphone « On pense refaire le parquet chez nous cet été ». Je me souviens avoir gelé en haut de l'escalier. À cause de ce parquet? Emeka et moi l'avons posé nous-mêmes. Un carreau à la fois. À 4 pattes. À l'époque où on n'avait pas les moyens de faire appel à un entrepreneur. À l'époque où chaque rénovation était synonyme de sueur et de rire. Mais maintenant, c'était leur parquet, leur cheminée, leur cuisine, et apparemment, leur femme de ménage. Plus tard dans la journée, j'ai décidé d'aller faire une promenade. Pas très longue, juste un aller-retour au bout du pâté de maison. L'air froid me piquait les joues, mais je l'appréciais. Cela me rappelait que j'avais encore de la peau, du sang dans les veines. J'avais encore un corps qui m'appartenait. Je suis passé devant la boulangerie où j'emmenais David manger des brioches à la cannelle après l'école. Madame Hassan y travaillait encore. Elle m'a reconnu instantanément. « Ah! Tu as l'air en pleine forme », a-t-elle dit en me tendant un petit sac de brioches chaudes offert par la maison. « Tu prends toujours soin de tout le monde, j'en suis sûre. » J'ai souri poliment, mais je n'ai pas répondu. Parce que cette phrase « Tu prends toujours soin de tout le monde » ne ressemblait plus à un compliment. On aurait dit une phrase. Comme un piège déguisé en compliment. À mon retour, Amanda était dans le salon, en visioconférence, la voix claire et enjouée. Oui, je suis reconnaissante. Ma belle-mère vit avec nous. Elle nous a été d'une grande aide avec Eden. Elle vit avec nous. Je suis restée dans le couloir et j'ai écouté. Mon nom n'était pas mentionné. Pas une seule fois. Pas, elle est propriétaire de la maison. Pas, elle a préparé le dîner de Noël. Juste un ajout discret et pratique à sa phrase sur la gratitude. Ce soir-là,
Je suis montée au grenier. Cela faisait des années que je n'avais pas ouvert ces cartons. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, les journaux d'Emeka, les dessins d'enfance de David, l'un de nous 3 mains dans la main devant la maison, des sourires en coin, un soleil jaune dans un coin. J'ai tenu ce dessin longtemps. J'ai passé mon doigt sur le papier comme pour remettre le temps à sa place. Mais certains plis persistent. Certaines larmes ne peuvent être aplaties. En bas, j'entendais Eden rire. Elle regardait quelque chose sur le téléphone d'Amanda. Un dessin animé, peut-être. Ou une vidéo. Puis je l'entendis dire. Ce n'est pas drôle, comme les histoires de grand-mère. Je marquai une pause. Je me redressai. Parce que cela faisait longtemps que personne dans cette maison ne se souvenait que j'avais des histoires à raconter. J'attendis l'heure du coucher. J'ai frappé doucement à la porte d'Eden. Je peux te border ce soir. Il hocha la tête, les yeux ensommeillés, déjà blottis sous des draps de super-héros. Je lui lus Bonne nuit, la lune, le même livre que j'avais lu à David quand il avait 5 ans. Il écouta en silence. Puis, juste au moment où je fermais le livre, il murmura. « Grand-mère, es-tu en colère contre moi ?» Je le regardai. Son petit visage, si ouvert, si désinvolte. Et à cet instant, je ne vis pas le garçon qui m'appelait la bonne. Je vis le garçon qui apprenait de ce qui était dit et de ce qui ne l'était pas. Je lui touchai légèrement les cheveux. « Non, mon chéri. Je ne suis pas en colère. Je veux juste que tu te souviennes de quelque chose. » « Quoi ? » Que j'étais là. Et que je t'aimais. Il hocha la tête. Ensommeillé, mais sincère. « Je t'aime. » Plus tard, je me suis assise dans ma chambre, fixant la phrase que j'avais écrite dans mon carnet la veille. Je ne suis pas la bonne de ma propre histoire. Et en dessous, j'ajoutais. Et je n'attends pas qu'il s'en rende compte. La nouvelle année arriva sans tambour ni trompette. Pas de champagne. Pas de feu d'artifice. Pas même un toast. David et Amanda avaient emmené Eden dans le chalet d'une amie à Joss. Juste une petite escapade, avait-elle dit, déjà à mi-chemin de la porte. Ils laissèrent une assiette de sablé et une carte sur la table. La carte disait « Bonne année, maman. Merci pour tout ce que vous avez fait pendant ces fêtes. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. » Mais il n'y avait pas de signature. Pas des « amours ». Pas de chaleur. Juste un mot banal, comme celui qu'on donne à un collègue ou à un membre du personnel. Je l'ai pris. Je l'ai tenu entre mes doigts. Puis je l'ai plié 1 fois, 2 fois, et je l'ai glissé à la poubelle. Cette semaine-là, la maison était redevenue silencieuse. Immobile, sereine. Et cela m'a donné le temps de réfléchir. Un matin, assise dans mon fauteuil, une couverture sur les genoux et une tasse de thé fraîche à côté de moi, je regardais la lumière se déplacer sur le sol. J'ai pensé à toutes les femmes que j'avais vues dans ma vie, mère, tante, grand-mère qui avaient été réduites à leur utilité. Nous étions la chaleur de la maison, le rythme des repas, la douceur du silence. Mais lorsque notre utilité s'est estompée, ou lorsqu'elle est devenue si constante qu'elle était attendue, les gens ont oublié que c'était autrefois un don. Je n'étais pas en colère. Pas comme on s'y attend. Je ne voulais pas claquer les portes, ni crier, ni écrire une lettre dramatique. Je voulais juste être vue. Vraiment vue. Non pas comme la femme qui fait tourner la maison, mais comme celle qui l'a construite. Qui l'a vécue. Qui a perdu, pleuré, aimé et survécu grâce à elle. J'ai ouvert un vieil album photo cet après-midi-là. Celui en cuir rouge avec les coins dorés. Première page, Emeka et moi le jour de notre mariage. Mes yeux étaient humides de joie. Sa main serrait la mienne comme une promesse. Page après page, anniversaire, première dent, uniforme scolaire, remise de diplôme de David, nonos d'argent. Et puis, moins. Moins de photos. Plus de distance. Moins de sourires. La dernière photo de l'album était celle d'Eden tout petit, la cerise sur son nez, assise sur mes genoux. Après ça, tout était devenu numérique. En ligne. Publié et oublié. J'ai allumé la vieille tablette d'Amanda, celle qu'elle m'avait offerte, pour rester connectée. Elle fonctionnait encore. J'ai parcouru les réseaux sociaux de David. Photo du séjour en chalet. Eden en luge. Amanda en doudoune blanche, avec la légende. Créer des souvenirs étoiles en cercle. Pas une seule mention de moi. Pas même une republication du dîner de Noël, le dîner que j'avais cuisiné, dressé, décoré. Je n'étais pas sur les photos. Même pas dans le flou d'arrière-plan. Effacement, encore.
Le lendemain, je suis allée à la bibliothèque du coin. Elle avait rouvert après les fêtes. J'avais besoin de changer d'air. Un endroit où mon nom ne me semblait pas être une pensée secondaire. Le bibliothécaire, un jeune homme aux dreadlocks et au regard bienveillant, m'a souri chaleureusement. De retour, maman. J'ai hoché la tête. En quête de nouveautés. Il m'a tendu un recueil d'essais de femmes âgées, des réflexions sur le vieillissement, l'héritage, la perte et l'identité personnelle. Je l'ai emprunté sans lire le résumé. Parfois, le cœur choisit ce que l'esprit ne comprend pas encore. De retour à la maison, j'ai commencé à lire sur le porche. Une phrase m'est restée en mémoire comme une pierre dans la poitrine. Le drame, ce n'est pas d'être invisible. C'est de réaliser qu'on n'était visible que lorsqu'on était utile. J'ai fermé le livre. Laissé l'air s'apaiser autour de moi. C'était ça, n'est-ce pas? C'était ce que je n'arrivais pas à nommer avant. Je n'avais pas cessé d'être utile. J'avais cessé d'être visible. Amanda a appelé plus tard dans la soirée. Pas pour me parler. Elle voulait parler à la femme de ménage. J'ai décroché le téléphone et j'ai attendu. Allô? Oh. Maman, désolée, je pensais que Blessing répondrait. Je voulais juste savoir si elle pouvait venir samedi au lieu de vendredi. Je ne l'ai pas corrigée. Je ne lui ai pas expliqué que Blessing n'était pas encore rentrée. Je ne lui ai pas rappelé que je ne faisais pas partie de ses aides-soignantes. J'ai juste dit, je la préviendrai, et j'ai raccroché. Parce que certaines leçons ne s'enseignent pas avec des mots. Elles s'enseignent avec l'absence. Ce soir-là, j'ai retrouvé la voix d'Emeka. Pas littéralement. Mais d'une manière plus importante. Ses vieilles cassettes, celles qu'il utilisait pour ses cours d'histoire orale, étaient encore au grenier. J'ai dépoussiéré le petit lecteur, en ai branché une et appuyé sur lecture. Parasite. Puis sa voix grave, posée, pleine de rythme et de fierté. Nous venons de Conteur. Notre histoire vit dans la mémoire. Si nous ne nous nommons pas, quelqu'un d'autre le fera pour nous et il se trompera. Je me suis assis avec cette phrase. J'ai fermé les yeux. Et je me l'ai répété. Si nous ne nous nommons pas, quelqu'un d'autre le fera pour nous et il se trompera. Le lendemain matin, j'ai appelé Madame Adebois de l'église. Elle dirige le groupe de femmes. Je veux recommencer à enseigner, ai-je dit. Peut-être une séance hebdomadaire sur la cuisine, les contes et la médecine ménagère. Elle a marqué une pause, puis a failli pousser un cri de joie. Oh, maman David! Ce serait merveilleux. Les jeunes femmes adoreraient. Sans hésitation. Sans condition. Juste oui. Juste de la valeur. L'après-midi même, j'ai écrit un court message sur ma page Facebook. Un nouveau chapitre commence. Je proposerai des ateliers de compétences pour les femmes à partir du mois prochain. Si vous avez toujours eu envie d'apprendre les anciennes méthodes de cuisine, les remèdes maison, ou simplement d'écouter de belles histoires, venez vous asseoir avec moi. Il y a toujours de la place à ma table. En moins d'une heure, les commentaires affluaient. De vieilles amies. Des tantes de l'église. Même une de mes anciennes élèves, aujourd'hui mère de famille. Je me souviens encore de ta recette de soupe au poivre. Je suis partante. Tu m'as appris plus que ma mère. Je serai là. S'il te plaît, garde-moi une place, maman. Et soudain, je me suis sentie à nouveau réelle. Pas de manière performative. D'une manière profondément enracinée, profonde, du genre « je suis toujours là ». Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin d'être sur leur photo de Noël. Parce que j'avais construit quelque chose d'important bien avant qu'Amanda ne tienne un téléphone. Et je reconstruirais. À mes conditions. Ils revinrent du chalet un dimanche. La porte d'entrée s'ouvrit dans le bruissement habituel des sacs, la voix d'Amanda ricanant à moitié, les pas lourds de David derrière elle. Eden fit irruption la première, les joues roses de froid. Grand-mère. Je t'ai apporté quelque chose. Il me tendit une boule à neige. À l'intérieur, une minuscule cabane entourée de paillettes et de pain. Je souris, chaleureusement touchée par ce geste. Amanda passa devant moi, traînant une valise dans le couloir. On a laissé du linge dans le panier, appela-t-elle. J'espère que ça ne te dérange pas. Je ne dis rien. Parce que dire à une femme qui se voit encore comme un élément du papier peint? Plus tard dans la soirée, je suis allée ranger la table à manger. Une pile de lettres non ouvertes était empilée à côté de la coupe de fruits. Du courrier indésirable pour la plupart.
Mais une enveloppe attira mon attention. Du papier plus épais. Adresse à la main. Du studio d'un photographe, celui qu'Amanda avait loué pour leur portrait de vacances. Je ne fouinais pas. C'était ma maison. Ma table. Je l'ouvris néanmoins lentement, avec précaution. À l'intérieur se trouvaient 3 tirages sur papier glacé. Amanda. David. Eden. Toutes vêtues de blanc hivernal, posant près d'un sapin enveloppé de rubans dorés. Pas moi. Même pas en arrière-plan. Mais ce qui me toucha le plus profondément, ce fut ce qui était écrit au dos de chaque photo au marqueur argenté. Notre famille. Noël 2024. Je restai immobile un long moment. Mes mains tremblaient légèrement, comme une tasse trop longtemps tenue à l'air froid. Puis je remis l'enveloppe où je l'avais trouvée. Non ouverte, comme si je ne l'avais pas vue. Parce que je n'avais pas confiance en ce que je pourrais dire si je la confrontais. Et pire encore, je n'étais même pas sûre qu'elle comprendrait pourquoi ça faisait si mal. Le lendemain matin, j'ai ouvert ma boîte mail pour confirmer notre première séance de communion entre femmes. 15 femmes étaient inscrites. 15. Chacune apportait quelque chose. Un sac de farine, des herbes fraîches, un carnet. J'ai passé le reste de la journée à préparer, balayer le vieux salon, disposer les chaises, placer un plateau de chin-chin près de la porte. Au crépuscule, je suis sortie et j'ai cueilli quelques fleurs d'hibiscus dans le jardin. Je les ai placées dans un petit vase. Parce que même si le monde oublie votre nom, vous pouvez toujours dresser votre table magnifiquement. Mais juste avant de me coucher, Amanda a frappé à ma porte. Elle n'a jamais frappé. Elle a juste ouvert ou appelé depuis le couloir. Et, vous avez un moment. J'ai levé les yeux de ma couture. Bien sûr. Elle entra lentement, son téléphone à la main. Alors, on pensait mettre à jour notre assurance maladie et ajouter des personnes à charge. Et je voulais juste, confirmer, voulez-vous toujours être inscrite à la couverture de David? Je la fixai du regard. Pas avec colère. Juste, doucement. Pourquoi serais-je inscrite à la couverture de David? Eh bien, tu sais, comme on vit tous ici, c'est plus facile pour la paperasse. Genre, s'il t'arrive quelque chose. Elle sourit alors. Trop large. Trop répété. Comme si elle me rendait service en me comptant parmi leurs responsabilités. J'ai ma propre couverture, dis-je calmement. Depuis toujours. Elle cligna des yeux. Oh. Je supposais juste. Oui, répondis-je. Tu l'as fait. Et pour la première fois depuis des années, je la vis se rétrécir un peu. Non pas parce que j'avais crié. Mais parce que je ne l'avais pas fait. Ce soir-là, j'ai sorti le vieux journal de prière d'Emeka. Il avait l'habitude d'y noter des noms. Des personnes pour qui prier. Des situations où il fallait se confier. Au bas d'une page, j'ai vu une ligne qu'il avait griffonnée des décennies plus tôt. Laisse-les t'oublier, mais ne t'oublie jamais. J'ai fermé le carnet. Je l'ai laissé reposer sur ma poitrine. Et j'ai respiré. Le lendemain, les femmes sont arrivées. Elles sont arrivées avec de la farine, du bois et des rires. Des jeunes femmes aux yeux fatigués. Des veuves. Une adolescente avec encore de la peinture sur les mains. Nous avons commencé petit à petit, en préparant une soupe d'igname pilée et d'aiguilles à l'ancienne. Pas de mixeur. Pas de raccourci. Juste de la sueur et du rythme. Elle m'écoutait raconter des histoires. Sur l'époque où la pluie avait un sens. Sur le fait qu'une maison ne se mesurait pas à sa taille, mais à sa douceur. Elle prenait des notes. Elle posait des questions. Une femme a fondu en larmes quand je lui ai expliqué comment ma grand-mère chantait en cuisinant, pour que la nourriture porte la joie dans la vapeur. Quand ils sont partis ce jour-là, ma maison semblait à nouveau pleine. Pas bruyante. Juste pleine. De sens. De souvenirs. De moi. Plus tard dans la semaine, j'ai de nouveau entendu Amanda au téléphone. Je ne sais pas, elle fait juste toutes ses activités ces derniers temps. Je crois qu'elle se sent seule. J'ai ri sous cap. Non pas parce que c'était drôle. Mais parce qu'elle n'avait toujours pas compris. Je n'essayais pas de combler un vide. J'en récupérais un. Un soir, je suis allée à la cuisine préparer le dîner. Un simple ragoût de gombo. Un petit quelque chose de réconfortant et de familier après une longue journée. J'ai attrapé le pot à épices. Il avait disparu. Les écrevisses moulues aussi. Et le poivre séché. Le placard était réorganisé. Proprement, mais complètement différent.
Au lieu de mes bocaux en verre étiqueté, il y avait maintenant d'élégants récipients en acrylique avec des autocollants imprimés, comme Paprika et sel de mer. Je suis restée là un moment, immobile. Amanda est entrée derrière moi. Oh, a-t-elle dit d'un ton enjoué, tu as vu? J'ai fait un peu de rangement aujourd'hui. Elle semblait fière. Contente d'elle. David m'a offert un tout nouvel ensemble de cuisine pour le nouvel an. Je me suis dit qu'il était temps de faire un peu de rangement. J'espère que ça ne te dérange pas. Mes mains étaient toujours en l'air, à mi-hauteur. Elle ne voyait pas. Je n'avais pas vu qu'elle avait effacé mon système, mes épices, mes notes, le rythme que j'avais mémorisé avec mes mains et mon nez. Qu'est-il arrivé au caroube? Demandai-je doucement. Elle cligna des yeux. Elle sentait, le vieux. Je les ai jetés. Je fermai la porte du placard. C'était la deuxième blessure. Pas la photo. Pas la carte. Pas même le commentaire d'Eden. Mais ça. L'effacement silencieux du souvenir, masqué par le sourire de l'efficacité. Je ne criais pas. Je ne lui demandais pas pourquoi elle pensait que c'était sa cuisine à réorganiser. Je fis demi-tour et sortis. Parce que si j'étais restée, j'aurais peut-être dit quelque chose que je n'aurais pas pu retirer. Et j'avais appris, le silence, lorsqu'il est choisi, est parfois plus puissant que n'importe quelle protestation. Dans ma chambre, je m'assis au bord du lit et pensai à la voix de ma mère. Elle disait, la cuisine d'une femme, c'est là où son esprit se pétrit. Le mien venait d'être pétri. Ce week-end-là, je suis allée au marché local. J'ai acheté de nouveaux ogiris. Du nouveau poisson séché. De l'huile de palme fraîche dans une bouteille recyclée transparente. Je n'ai pas caché les sacs. Je les ai posés sur le comptoir, clairement étiquetés, comme avant. Blessing l'a remarqué. Elle a dit, « Ah, maman David reprend possession de son hôtel. » J'ai ri. Pas amèrement. Mais pleinement. Parce qu'elle avait raison. Ce dimanche-là, j'ai mis mon pagne corail et je suis allée à l'église tôt. Madame Adebois m'avait demandé de parler brièvement pendant l'heure de communion des femmes, juste 5 minutes. Mais lorsque j'ai commencé à raconter comment je vendais des galettes de haricots avant le lever du soleil juste pour que David puisse aller à l'école, les femmes se sont tues. Certaines se sont essuyées les yeux. Une femme d'une trentaine d'années s'est levée et a dit « Je ne savais pas que les mères faisaient autant. J'ai toujours pensé que ma mère harcelait trop. » Il y a eu des rires. Et autre chose, de la compréhension. Ce jour-là, j'ai quitté l'église avec des câlins, des sourires, 2 pains de plus et plus de gratitude que je n'en avais ressenti chez moi depuis des années. Quand je suis rentrée, Amanda était assise dans le salon, à consulter les messages de son téléphone. « Tu as l'air radieuse », a-t-elle dit, comme surprise. J'ai hoché la tête. L'église était bien. Elle a tapoté son écran. « Bon, on va à la piscine plus tard avec Eden. Si tu veux, on pourrait te déposer chez Sir Nkechi en chemin ?» Je me suis retournée lentement. Sir Nkechi? Elle ne m'avait invité nulle part depuis des mois. Et Amanda le savait. « Merci, ai-je dit doucement. Mais je suis bien ici. » Elle a haussé les épaules et s'est tournée vers son écran. Ce soir-là, David a frappé à ma porte. Une chose rare. Puis-je entrer? J'ai hoché la tête. Il s'est assis sur la chaise près de la fenêtre, celle que son père avait l'habitude de prendre après le déjeuner du dimanche. « J'ai entendu que tu avais prêché à l'église aujourd'hui, » a-t-il dit. « Oui. Les gens parlent. Ils ont dit que c'était puissant. » J'ai souri faiblement. Ça n'a duré que 5 minutes. Immobile. Il a regardé par la fenêtre, puis m'a regardé. « Je ne savais pas que tu vendais de l'akara avant l'école. » J'ai hoché la tête. « Il y a beaucoup de choses que tu ignorais. » Il est resté silencieux après cela. Pas offensé. Pas sur la défensive. Juste silencieux, comme quelqu'un qui se rend compte qu'il vit dans une maison sans lumière. Ce soir-là, j'ai réécouté une cassette d'Emeka. Il parlait de nom à un groupe de jeunes. Dans notre culture, un nom n'est pas qu'un mot. C'est un lieu. Un souvenir. Si ton nom disparaît des lèvres de ta famille, c'est comme si tu étais mort avant l'heure. J'ai noté cela dans mon carnet. Je l'ai souligné 2 fois. Parce que maintenant je comprenais. Ce n'était pas seulement une question de repas ou de photos. C'était une question de nom. De lieu. D'être appelé. Pas par devoir. Mais par honneur. Amanda a préparé un ragoût le lendemain soir. C'était bon. Joli, uniforme.
Mais stérile. Pas d'histoire dans la vapeur. Pas de chanson dans l'huile. Eden a poussé sa cuillère et a murmuré. Celle de grand-mère est meilleure. Amanda n'a pas répondu. Et je n'ai pas souri. Pas devant elle. Parce qu'il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de me souvenir de qui j'étais. J'ai commencé à trier mes papiers quelques jours plus tard. Pas par colère. Même pas en réaction à la cuisine réaménagée d'Amanda, ni à la photo de Noël où mon nom manquait. Non. J'étais juste, prête. Il y a un silence qui vient avec l'âge, pas celui qu'on vous impose, mais celui qu'on choisit. C'est le silence de la clarté. De savoir ce qui compte. Du lâcher-prise. La première chose que j'ai sortie du tiroir était l'acte de propriété de la maison. Toujours au nom d'Emeka et au mien. Pas celui de David. Pas en copropriété. Juste nous, deux jeunes mariés qui avions signé ce papier avec espoir dans les yeux et la sueur qui séchait encore dans nos dos. J'ai passé mon doigt sur nos signatures. Il enroulait toujours le « E » de son nom comme un ruban. J'ai souri. Puis je l'ai replié dans l'enveloppe et l'ai glissé dans mon sac. Je me suis approché du petit coffre où je rangeais mes bijoux. Peu de pièces. Juste assez pour marquer le temps. Le médaillon en argent qu'Emeka m'avait acheté après la naissance de David. Les perles de corail que ma mère m'avait offertes le jour de sa mort. Une petite bague en or de mon père qui me va à peine maintenant. Je ne les ai pas sorties. Je les ai juste regardées. Et puis, soigneusement, j'ai noté leur description. D'où elles venaient, à qui elles appartenaient et ce qu'elles signifiaient. J'ai scellé le papier dans une enveloppe et j'ai écrit un nom dessus. Moi. Ce vendredi-là, j'ai rappelé quelqu'un que j'évitais depuis des mois. Madame Onome, une directrice d'école à la retraite qui dirigeait une coopérative pour femmes âgées à Enugu. Elle m'avait déjà invité à lui rendre visite, mais j'avais hésité. J'avais l'impression d'abandonner. Mais maintenant, j'avais l'impression de respirer. Y a-t-il encore une place de libre? Ai-je demandé. Elle marqua une pause, puis dit, il en reste une, juste à côté de la roseraie. C'est petit, mais calme. Je la prends, dis-je sans ciller. Et voilà, j'avais pris ma décision. Pas par dépit. Par grâce. Par besoin de revivre, à ma façon. Je n'en ai parlé ni à Amanda ni à David immédiatement. Je voulais que ce moment m'appartienne d'abord. Pour savourer la sensation de faire quelque chose sans engagement. Ce samedi-là, le cercle des femmes s'est réuni à nouveau. Nous avons confectionné des mois-mois avec des feuilles, pas du plastique. Nous avons parlé de noms et de souvenirs. Une jeune mère a dit, « Vos histoires me donnent l'impression de venir d'un endroit important. » J'ai souri. C'est vrai. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, par agitation. J'ai dormi sans paix. Le lendemain matin, j'ai trouvé Amanda dans la cuisine. Elle préparait le petit déjeuner, des toasts et des œufs, tout était parfait. Je la regardais travailler. J'ai remarqué qu'elle ne me regardait pas. Et puis j'ai dit calmement, je déménage dans 2 semaines. Elle a laissé tomber la cuillère. Quoi? J'ai trouvé un nouvel endroit. Un endroit plus calme. Juste pour moi. Elle a cligné des yeux. 2 fois. Mais, pourquoi? Parce que j'en ai envie. J'ai assez donné. David est entré à ce moment-là, toujours en peignoir. Maman, a-t-il demandé. Je me suis tournée vers lui. Je t'aime. Mais cette maison n'est plus la mienne. Et ce n'est pas grave. Il a semblé abasourdi. Amanda semblait, hésitante entre le soulagement et le regret. Peut-être les deux. J'ai passé les jours suivants à faire mes valises en silence. Seulement ce qui comptait. Mes livres. Mes ustensiles de cuisine. Le tabouret sculpté qu'Emeka m'avait offert pour nos 10 ans. Et mes cassettes, sa voix, toujours aussi forte après toutes ces années. Je ne me suis pas expliqué davantage. Je n'ai pas essayé de les culpabiliser. Ce n'était pas le but. Un soir, David a frappé à nouveau. Tu pars vraiment? A-t-il demandé. Oui. C'est à cause d'Amanda? J'ai marqué une pause. C'est à cause de tout ça. Il s'est assis. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, tu m'appelleras encore. Je me suis approchée et lui ai touché la main. Je n'ai jamais cessé d'être ta mère. J'ai juste cessé d'être ton meuble. Il a hoché la tête. Il n'a pas pleuré. Mais son silence en disait plus que des larmes. Pour ma dernière nuit, j'ai préparé un dernier repas.
Le genre qui emplit les murs de souvenirs. Du poisson fumé. De l'igname pilé. De la soupe ogbono aux feuilles amères. Ils ont tous mangé en silence. Eden a dit, « Grand-mère, j'aurais préféré que tu ne partes pas. » J'ai souri et je l'ai embrassé sur le front. « Tu viendras me voir. » Amanda s'est éclairci la gorge. « Merci, pour tout. » J'ai hoché la tête. Pas par politesse. Par finalité. Ce soir-là, je suis restée dans ma chambre une dernière fois. Les murs résonnaient. Mais pas de poids. J'étais déjà partie dans mon cœur. Et au matin, je partirais les mains pleines de rien d'autre que ce qui m'appartenait. Et ce serait suffisant. Le ciel était d'un gris doux le matin de mon départ. Pas de départ en grande pompe. Pas de larmes. Juste moi, mes 2 sacs et Blessine qui aidaient à porter un carton jusqu'au taxi qui attendait. Je n'ai demandé de l'aide ni à Amanda ni à David. Ils se tenaient sur le pas de la porte, hésitant entre me serrer dans leurs bras ou me faire un signe de la main. Je leur ai épargné le choix. Je te recontacter, ai-je dit doucement. Amanda a hoché la tête. David s'est frotté la nuque. Eden, toujours en pyjama, s'est accroché à ma taille. Il y aura du riz jollof dans ta nouvelle maison. J'ai ri doucement et je l'ai embrassé sur la joue. Il y a toujours du jollof, où que j'aille. Le trajet jusqu'à Enugu a duré 4 heures, mais c'était comme un murmure. Arrivé devant le portail de la propriété, j'ai expiré si profondément que le chauffeur s'est retourné. « Ça va, maman ?» « Oui, ai-je dit. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. » La maison était petite mais lumineuse. Une chambre. Un jardin avec des hibiscus grimpants. Une cuisine commune si jamais j'avais besoin de compagnie. Personne ne frappait à ma porte pour me demander à quelle heure le dîner serait prêt. Pas de remarques passives-agressives sur la façon dont je pliais les serviettes. Pas de regard par-dessus mon épaule comme si j'étais un bruit de fond. Juste, de l'espace. Et du silence. Le bon. Ce soir-là, j'ai déballé lentement. J'ai placé les cassettes d'Emeka sur une étagère. J'ai allumé une bougie. Je me suis assise sur mon nouveau balcon avec un bol chaud de porridge aux ignames que je m'étais préparé, et j'ai regardé la lune flotter comme un secret argenté au-dessus des arbres. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais rassasiée. Pas de nourriture. De moi-même. De retour à la maison que j'avais laissée derrière moi, les fissures ont commencé à apparaître. David m'a appelé 2 jours plus tard. « Maman, tu sais où tu as mis le verre doseur ? Amanda essaie de faire ta tourte à la viandée. » J'ai souri au téléphone. « Ce n'est pas une question de verre doseur, fiston. C'est une question de rythme. Et le rythme ne se mesure pas. » Il a ri. D'un rire fatigué. « Tu sais qu'elle essaie, non ? » Je sais. C'est juste elle ne sait pas comment combler le vide que tu as laissé. Je ne le lui ai jamais demandé. Les semaines suivantes, les appels se sont multipliés. D'abord pour des recettes. Puis pour le projet scolaire d'Eden. Et puis, finalement, juste pour parler. Parfois, David appelait sans rien dire d'important. Juste pour m'entendre respirer, je crois. Amanda n'a pas appelé. Mais j'ai entendu sa voix en arrière-plan. Plus douce maintenant. Moins saccadée. Comme si elle savait que quelque chose avait changé, mais ne savait pas comment y remédier. La congrégation des femmes d'Enugu m'a accueillie comme une sœur perdue depuis longtemps. Chaque jeudi, j'accueillais 10 femmes dans mon petit salon. Nous cuisinions, chantions, partagions de vieux remèdes et de secrets. Une jeune veuve m'a dit, « Tu es comme la mère que je n'ai jamais eue. » J'ai souri. Car maintenant, je comprenais, la maternité ne se limite pas au sang. C'est une question d'espace. De présence. De mémoire. Puis, un après-midi, une livraison est arrivée. Une grande enveloppe marron. À l'intérieur, 3 photos. Les mêmes qu'Amanda avait prises ce Noël-là. Mais cette fois, quelqu'un avait écrit au dos à l'encre dorée. « Tu appartenais à tout cela. Je suis désolée que nous ayons oublié. David. » Des larmes coulèrent doucement, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Ce n'était pas à cause de la photo. Ça ne l'a jamais été. C'était à cause d'être nommé. Reconnu. Vu. J'ai encadré les photos. Non pas pour afficher ma douleur, mais pour honorer le fait que la guérison avait commencé. Même si lentement. Même si maladroitement. Même si c'était dans le silence plutôt que dans les excuses. Une semaine plus tard, Amanda a appelé.
Pas David. Amanda. Sa voix était faible. Pas répétée. L'anniversaire d'Eden est le mois prochain. Il t'a demandé de venir. Je marquai une pause. Bien sûr. Et. Silence. Puis. J'aimerais que tu t'assoies à table. Avec nous. J'ai failli dire, où pourrais-je m'asseoir d'autre? Mais je ne l'ai pas fait. Parce que la grâce ne consiste pas toujours à rappeler aux gens ce qu'ils ont fait. Parfois, il s'agit d'accepter quand ils le voient enfin eux-mêmes. J'ai entouré la date dans mon carnet. Non pas parce que c'était une rentrée grandiose. Mais parce que c'était un moment. Une lente élimination de ce qui avait été fait. De retour dans ma nouvelle maison, j'ai continué à vivre. J'ai planté des feuilles amères à côté des hibiscus. J'ai appris à 2 jeunes filles à conserver les écrevisses sans en perdre la saveur. J'ai organisé une soirée conte avec vin de palme et rire. Et je n'ai pas parlé du dîner qui m'a brisé. Parce que maintenant, j'avais construit quelque chose de mieux. Quelque chose qui m'appartenait. Le matin de l'anniversaire d'Eden arriva sous une pluie douce. Une légère bruine frappait le toit, comme un rappel que la vie continue doucement, patiemment, si on la laisse faire. Je portais ma robe verte en cara. Celle que David appelait mon « tissu de fête ». Simple, avec de larges manches et une broderie dorée le long de l'encolure. J'avais préparé un petit cadeau pour Eden, une carte puzzle en bois de l'Afrique et une histoire manuscrite que j'avais écrite spécialement pour lui, le garçon qui entendait les arbres parler. J'ai pris le bus du matin. Non pas parce que je n'avais pas les moyens de prendre un taxi, mais parce que je voulais du temps pour réfléchir. En entrant dans la maison, elle me parut plus petite. Pas physiquement. Juste moins pleine. Moins vivante. La cuisine sentait légèrement la préparation pour gâteau à la vanille en boîte, pas cuite. Eden a crié en me voyant. « Grand-mère !» Il courut dans mes bras, les yeux écarquillés de joie. Cet instant fut suffisant. Amanda apparut dans le couloir. Sa robe était impeccable, ses cheveux soigneusement coiffés. Mais son visage avait changé. Il n'y avait aucune raideur. Juste quelque chose de plus calme. Peut-être de l'incertitude. Peut-être de l'humilité. « Merci d'être venu, dit-elle. J'acquiesçai. Merci de m'avoir invité. Elle me conduisit à la table à manger. Il y avait une place, à côté d'Eden. Pas cachée. Ni derrière qui que ce soit. Une vraie place. Avec une assiette et un verre disposés, comme les autres. Et quand nous nous assîmes, personne ne me corrigea. Personne ne me demanda ce que je faisais là. Parce que cette fois, il savait. À mi-chemin du déjeuner, Amanda leva son verre. « Je veux dire quelque chose, dit-elle. » Tout le monde marqua une pause. Même David leva les yeux. Elle se tourna vers moi. « J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais j'ai beaucoup appris cette année. Et je voulais juste te dire. Je te vois maintenant. Vraiment. Ce n'étaient pas de grandes excuses. Mais je n'en avais pas besoin. J'ai hoché la tête une fois. Et j'ai souri. Merci. Eden a ouvert mon cadeau en dernier. Il tenait le puzzle sur ses genoux, traçant chaque pays. Comment s'appelle-t-il déjà? Burkina Faso, ai-je demandé. Il a gloussé. On dirait un super-héros. Tout le monde a ri. Puis il a sorti l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose pour toi, ai-je dit. Tu peux le lire ce soir. Il a souri et m'a serré dans ses bras. Le plus beau cadeau de tous les temps. Amanda s'est essuyé les yeux. David a souri, un vrai sourire, cette fois. Et à ce moment-là, je ne me sentais pas comme un figurant. Ni une aide. Ni la bonne. Je me sentais comme celle que j'avais toujours été. Le cœur. Plus tard, après le départ des invités et le débarras, Amanda m'a retrouvée dans le jardin. Eden jouait à son puzzle à côté de nous. Elle m'a tendu une tasse de thé. Menthe. Juste comme je l'aimais. Je n'ai pas grandi avec ça, a-t-elle dit. Des mères qui cuisinaient, qui s'asseyaient à table ou qui racontaient des histoires. Je l'ai regardée. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Elle a hoché la tête. J'essaie. Je vois ça. Nous sommes restés assises en silence un moment. Je regardais simplement Eden rire de quelque chose que seuls les enfants comprennent. Et pour une fois, il n'y avait aucune tension. Juste 2 femmes de cartes différentes, peut-être, mais enfin assises à la même table. Ce soir-là, je suis retournée à Enugu.
Retour à mes fleurs d'hibiscus et à mes cassettes. J'ai accroché la photo envoyée par David, celle avec l'encre dorée dans le couloir. Non pas parce que j'avais besoin de preuves, mais parce que la guérison mérite d'être vue. Le lendemain, pendant la communion fraternelle, j'ai raconté une histoire aux femmes. Pas de souffrance, mais de retour. De comment parfois, on ne comprend ce que vous vouliez dire que lorsque votre chaise est enfin libre. Comment l'absence enseigne ce que la présence était trop silencieuse pour être expliquée. Elles ont écouté. Et quand j'ai eu fini, une femme m'a demandé, se sont-ils excusés? J'ai souri. Pas avec des mots, mais avec des actes. Et parfois, c'est le genre de choses le plus bruyant. J'ai fait cuire du chin-chin cet après-midi-là. Je l'ai partagé avec mes voisins. J'ai écouté une cassette de gospel de 1983. Et j'ai dansé pieds nus dans ma petite cuisine. Parce que peu importe comment on m'appelait avant femme de ménage, aide, arrière-plan. Je savais qui j'étais. Et j'en avais assez d'attendre la permission d'être vue. L'hibiscus avait fleuri tôt cette année-là. Des pétales d'un rouge profond, large et provocateur, comme s'il cherchait à prouver quelque chose au ciel. J'en ai coupé quelques-uns le matin et les ai placés dans un grand bocal près de la fenêtre. Ils captaient parfaitement le soleil, projetant une lueur couleur lit de vin sur mon salon. C'est comme ça que j'ai su. C'était chez moi maintenant. Pas la maison où j'avais élevé David. Pas la salle à manger où Eden lançait son insulte silencieuse, reprenant le ton de sa mère. Pas même la cuisine que j'avais autrefois dirigée, mais dont j'ai été lentement chassée. Ici. Ce petit espace lumineux avec son sol qui grinçait, ses tasses dépareillées et mon nom écrit partout, c'était à moi. Les appels de David étaient plus réguliers maintenant. Pas par obligation, mais avec aisance. Il me posait des questions. Des choses simples. Comment enlever une tache sur un pot en terre cuite? Que dire quand Eden demandait qui était son grand-père? Que cuisiner pour Amanda quand elle avait l'impression que tout était trop? Je lui donnais mes réponses. Et parfois, juste le silence. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli, juste de compréhension. Un après-midi, Amanda m'a envoyé une photo. C'était Eden, tenant une pancarte qu'il avait fabriquée pour l'école. Le sujet était « Qui t'inspire ?» Il avait écrit au marqueur. Ma grand-mère. Elle m'apprend d'où je viens. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. Non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que l'enfant qui se demandait autrefois pourquoi je m'asseyais à table, me voyait maintenant comme la racine de l'arbre. J'ai aussi encadré cette photo. À côté de la photo de mariage d'Emeka. Les deux piliers de ma vie, l'homme qui m'a choisi et le garçon qui s'est souvenu de moi. À la coopérative, ils ont organisé une séance de contes pour la Journée internationale des femmes. Chaque femme a partagé une vérité apprise au fil du temps. Quand mon tour est venu, je me suis levée lentement, les mains derrière le dos, le regard fixe. J'ai appris, ai-je dit, que la table à laquelle tu n'es pas la bienvenue, n'est peut-être pas la tienne. Et ce n'est pas grave. Parfois, on construit la sienne sous un arbre, au bord d'un jardin, dans une ville tranquille et les bonnes personnes viendront. Il y a eu un silence après cela. Non pas qu'elle ne comprenait pas, mais parce qu'elle comprenait. Ce soir-là, je me suis préparé un porridge d'igname. J'ai utilisé des feuilles de romarin fraîches. Des écrevisses écrasées. La vapeur emplissait ma cuisine comme un souvenir. Je me suis assis seul. J'ai mangé lentement. Pas par tristesse. Par satisfaction. Chaque bouchée avait un goût de ressourcement. La sonnette a retenti juste avant le coucher du soleil. C'était une livraison. Une boîte emballée dans du papier craft, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une carte. De la main d'Amanda. Pour les repas que tu as préparés. Pour les histoires que tu as racontées. Pour le silence que nous avons pris pour de l'invisibilité. Merci. On se voit maintenant. Sous la carte, une nouvelle étagère à épices. Des bocaux en verre. Étiquetés de ma main. Mes étiquettes. Chacun rempli des épices exactes qu'elle avait autrefois jetées. Je n'ai pas pleuré. Non pas que cela ne m'ait pas ému. Mais parce que j'avais déjà versé des larmes il y a longtemps. Maintenant, je souriais simplement. Et je posais les bocaux sur mon étagère. Mon étagère. Ma cuisine. Mon histoire. Plus tard dans la semaine, je m'assis sur ma véranda avec Blessing, qui était venue me rendre visite. Elle sirota sa boisson maltée et me dit « Maman David, tu sais ce que j'admire le plus chez toi?
J'ai haussé un sourcil. Tu ne t'es jamais battu pour être vu. Tu es devenu impossible à ignorer. J'ai ri. Un rire profond. Le genre de rire qui réchauffe les côtes. Parce qu'elle avait raison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas comploté. Je me suis simplement rappelé qui j'étais. Et j'ai vécu comme si je le savais. S'il te rait du tableau, ma chère, laisse-les faire. Mais ne te rais jamais de ta propre vie. Continuez à cuisiner. Continuez à parler. Continuez à vous épanouir. Parce qu'un jour, que ce soit sur une photo, une pancarte ou des excuses tardives, ils se souviendront de qui vous étiez. Et quand ce sera le cas, vous serez déjà rassasié. Entier. Et chez vous. Colombe, merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de commenter d'où vous la regardez et de vous abonner pour d'autres histoires fortes comme celle-ci. Votre voix compte ici.